On vit un jour arriver un homme à Paris. Personne ne le connaissait. Il avait la hauteur et la pauvreté apparente des véritables pèlerins. Il ne mendiait pas, il ne chantait pas. Jamais on ne le vit pour manger que ramasser quelques pommes flétries par terre sur les places des marchés. Il tenait un fort bâton à la main et il allait, suivi de son chien. On ne l'a pas oublié pour deux raisons. D'abord, il était fort beau. Deux immenses yeux clairs, gris-argent, lui illuminaient le visage et semblaient vous transpercer jusqu'à l'âme quand il vous regardait. Ensuite, on ne le voyait que la nuit. À 1 heure du matin, il allait de porte en porte, de maison en maison, il cognait sur les portes avec son bâton et il criait « L'aube approche! L'aube approche !» Au bout de 2 ou 3 semaines, sa réputation était déjà faite. On disait de lui que ses grands yeux clairs brillaient dans la nuit comme ceux d'un loup, qu'il pouvait croquer des planches de bois avec ses dents, qu'il pouvait sauter par-dessus les murs d'un seul élan. Les parents menaçaient leurs enfants de lui ouvrir la porte s'ils étaient pas sages. Pourtant, une nuit, une femme le suivit, réussit à l'arrêter en s'accrochant à ses vêtements, et lui demanda pourquoi il se promenait comme ça la nuit, en annonçant l'aube, 5 ou 6 heures avant qu'elle arrive. Et l'homme, celui qu'on appelait déjà l'annonceur de l'aube, lui répondit « J'annonce l'aube au cœur de la nuit, parce que c'est dans la nuit que nous avons besoin de la lumière. » Mais la femme lui dit « Tout le monde sait que l'aube va se lever dans 5 ou 6 heures, les gens le savent, pourquoi leur dire? Pourquoi les réveiller pour ça? Laisse-les dormir !» L'homme répondit « Si les gens savent que l'aube va se lever, pourquoi dorment-ils ?» La femme dit « Je ne te comprends pas. » « Personne ne me comprend, dit l'homme, mais écoute. N'est-ce pas quand on est affamé qu'on est heureux de savoir que la nourriture va arriver? » « Oui, dit la femme. »« N'est-ce pas quand on est malade qu'on est heureux d'apprendre que le médecin va venir? » ?»« Oui, dit la femme. »« Pourquoi annoncer l'aube alors qu'elle est presque là, que les coqs chantent déjà dans les basses-cours? » ?»« Ça, je le comprends, dit la femme. »« Non, dit l'homme, je ne pense pas que tu comprennes. Car si tu avais compris, tu ne me poserais pas la question. » Il écarta la femme de son chemin et continua son drôle de manège, en frappant aux portes et en disant « L'aube approche! L'aube approche !» Il finit par se rendre tellement impopulaire à force de réveiller tout le monde pour rien qu'il fut bientôt chassé de la ville. 15 jours plus tard, il revint et recommença son curieux manège. Cette fois, il se prit des seaux d'eau sur la tête, des détritus. À la fin, on l'enchaîna. On le confia à un convoi qui passait, avec ordre de le mener plus loin possible et de l'égarer dans la forêt. 3 ou 4 jours plus tard, les premiers dracars normands furent annoncés en vue de Paris. Un matin, les habitants s'éveillèrent et virent toute la flotte viking rassemblée sur la Seine. L'assaut de la ville fut donné quelques jours plus tard, à l'aube. Trop bien. Voilà une histoire de fou. C'est super. Alors pourquoi personne n'a écouté ce fou? Peut-être parce qu'il était plus clairvoyant que les autres. On ne veut jamais entendre les gens qui ont des choses à dire que personne ne voit, peut-être. Ce fou au Moyen-Âge pouvait exister.
J'ai choisi ce conte parce que il représente un personnage qu'on retrouve à la fois dans le tarot et à la fois dans l'histoire, avec les mêmes ambivalences. Un personnage plus clairvoyant que la moyenne des gens et un personnage qu'on rejette. D'accord. D'accord, donc ça, ce conte que tu viens de nous dire, donc il a déjà plein de significations ou d'inspiration à nous donner, et il nous vient d'où exactement, tu sais où? A priori, je crois que c'est un conte turc. Ouais. Mais comme tous les contes, après, on les retrouve d'un pays à l'autre. Ce genre d'histoire avec des hommes qui errent, on en a beaucoup en Occident aussi. On a des contes français qui en parlent. Mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Ouais. Et ce type de personnage qui erre partout avec son bâton, qui dit des choses aux gens, on le retrouve dans l'histoire. Comment dire? On le retrouve dans le tarot. Il est très ambivalent. Ça, c'est un des premiers tarots connus. C'est le tarot de Visconti. Le deuxième, plus ancien tarot connu, 1450. Et là, c'est une des premières figures de fou. Et là, on voit clairement que c'est un gueux, un errant, un pauvre homme, un misérable. Et au Moyen-Âge, on représentait les misérables comme ça. C'est-à-dire, on le voit... Bon, je vais laisser la carte peut-être un peu. On va la mettre au montage, t'inquiète. On le voit presque nu, avec un gourdin. D'accord, ça donc c'est une des représentations au Moyen-Âge du fou. Du fou. Ouais. Il est défroqué en plus. Il est défroqué. D'ailleurs, on le retrouve dans le tarot de Marseille aussi. C'est-à-dire, il est un peu défroqué toujours. Hein. Ouais. C'est... Ça c'est... Ah oui, tu peux montrer celui-là. On va prendre un tarot de Marseille traditionnel. On voit la double image, en fait, là-dessus du fou, c'est-à-dire le bouffon et l'errant. Le conte rend plutôt compte de l'errant un peu génial. Mais dans le tarot de Marseille, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est qu'on voit à la fois le bouffon et le gueux. Ouais. Alors, j'ai cherché... d'où vient cette figure de bouffon déjà? Moi, quand j'ai acheté le tarot, la première chose qui m'a frappée, c'est quand même, on reconnaît un peu le fou des cours, le fou du roi. Donc, a priori, le bouffon du roi est apparu au XIVe siècle. On en avait peut-être avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'au XIVe siècle, il y en a eu de plus en plus. Ça s'est développé. On avait, paraît-il, une école de fous sous François Ier. Ah ouais. En Louis XI avait son fou. Il paraît qu'Isabelle d'Este a beaucoup pleuré son fou, Matello, quand il est mort. C'était des personnages assez indispensables à la cour du roi et en même temps toujours en marge de la société. Ouais. J'ai entendu, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que c'est un bouffon déjà, il a un rôle de divertissement, mais aussi il a des privilèges assez perturbants à imaginer. C'est qu'il pouvait par exemple se mettre sur le trône du roi, ou même railler le roi, ou même des choses comme ça. Oui, il pouvait même le remettre, le relativiser, alors qu'il n'y a que lui qui a ce privilège. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est fou, c'est que certains auteurs pensent que le fou vient des échecs. C'est-à-dire le personnage du bouffon du roi à la cour viendrait du fou des échecs. Et c'est pas le contraire. Et c'est pas le contraire. C'est-à-dire que le jeu d'échecs ne s'est pas inspiré de la cour royale pour mettre un fou dedans. Un historien spécialiste de l'histoire du jeu a même dit que, comme les premiers jeux d'échecs, c'était les jeux indiens avec le roi, le vizir, il y avait le cavalier, il y avait les pions, et il y avait aussi l'éléphant, qui était une pièce maîtresse dans l'échiquier indien. Ouais. Les Arabes l'ont adapté, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas figurer des animaux vivants, donc ils l'ont mis de manière figurative avec les protubérances, comme les défenses. Ouais. Et quand les Occidentaux ont découvert les échecs, ils ont parfaitement reconnu le roi, les pions, le cavalier. Ils n'ont pas bien reconnu cette pièce, paraît-il, et ils auraient mis
Les protubérances, ils auraient pris ça soit pour un bonnet d'évêque, soit pour un bonnet de fou. D'accord, ok. Et le fou des échecs serait né comme ça, et par conséquent, peut-être le fou de cour. C'est des hypothèses parce qu'on ne sait pas très bien, les historiens ne savent toujours pas d'où vient le bouffon du roi. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est un personnage assez récent quand même. D'accord. 14e siècle. 14e siècle. À l'époque du roi, enfin à l'époque des rois féodaux, il n'existait pas, ça on en est certain. On n'a pas beaucoup de traces du fou à ce moment-là. Mhm. Donc Et il entre très vite dans l'imaginaire populaire. Il devient une représentation populaire et il commence à avoir une place dans l'imagerie ouais, collective. ouais. Dans les carnavals Dans notamment. les carnavals. Oui. On sait pareil. Alors il est toujours représenté et affublé d'un costume comme on le voit sur le tarot. Ouais. Ou sur des gravures anciennes. Par exemple, là, je vous en ai mis un. Là, c'est un authentique fou, à la fois bouffon. La tenue est particulière. Elle représente à la fois le bouffon et en même temps le fou dans le sens zinzin. C'est-à-dire qu'il est affublé d'un costume très particulier avec des symboles très négatifs. Ouais. Le bonnet d'âne, par exemple. Tous les fous, même le fou du tarot, on le voit avec un bonnet, enfin il a été un peu stylisé, mais ben, là un autre fou d'un autre tarot, il a un bonnet d'âne. Et l'âne, ça symbolise la sottise, ça symbolise les bas instincts, c'est un très vilain animal dans la symbolique médiévale, d'après ce que j'ai trouvé, comme le chien d'ailleurs. Et les autres aspects de son costume qu'on voit sont aussi assez négatifs, c'est-à-dire on le voit souvent représenté en vert, en jaune, en rouge, et même dans le tarot, là ça m'a plu de voir ça. Même dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est des couleurs qui prévalent. Et un historien médiéviste spécialiste des couleurs a dit que ces couleurs étaient néfastes. Le rouge, c'est la couleur du diable, et le vert et le jaune, pour les gens du Moyen-Âge, c'est des couleurs assez abjectes. Ensemble, en fait, c'est très laid pour eux. C'est comme si nous, je sais pas, on mettait du rose bonbon avec du jaune canari, quoi. Enfin, pour eux, c'est laid. Et le jaune, c'est même associé à la trahison, c'est la couleur de Judas. Ça a été associé aux Juifs. La fameuse étoile jaune, c'est peut-être pas pour rien. Enfin, c'est une couleur très mal perçue et qu'on retrouve souvent sur les costumes de fous. D'accord. C'est notamment Michel Pastoureau à qui tu faisais allusion. Oui, Michel Pastoureau. C'est ça, qui avait écrit donc sur la symbolique des couleurs, etc. Oui. Son livre, c'est Une histoire symbolique du Moyen-Âge, si je me souviens bien de ce titre. Oui. Oui. D'accord. Alors, comme les gens ont pu le deviner, là on est en train de parler du fou et de la représentation du fou au Moyen-Âge, notamment dans le carnaval et dans le tarot. Et puis après ces représentations plus tardives. Alors d'abord, comme tu es historienne et tu travailles à la Bibliothèque nationale de France, la dernière fois on avait fait une interview sur le tarot, donc c'est Isabelle Nadolny, je sais même pas du tout nom pour l'instant. Donc on va aussi parler beaucoup de l'imagerie du tarot. Il y a notamment 3 représentations assez carnavalesques dans le tarot, notamment, c'est-à-dire le mat, qui n'a pas de numéro. Là je montre un tarot assez récent, hein. Il y a le battleur, c'est ça ? Et il y aurait l'ermite. Et d'abord, on va commencer par le mat. Et d'où ça vient déjà le mot fou et le mot mat ? Alors, c'est très intéressant quand j'ai fait des recherches sur le mot mat, parce qu'a priori, mat, ça n'existe pas en français, en tout cas pas dans le sens fou. C'est-à-dire, si on veut aller trop vite, on va dire « Ah ben mat, ça vient de l'italien matto, qui veut dire fou ». Et effectivement, les premières cartes de tarot, en italien, dans les sources, c'est écrit el matto, le fou. On traduit ça par fou. Mais en français, on ne traduit pas ça par mat. Ça n'a rien à voir. Et d'autre part, mat, en français, donc j'ai cherché, ça vient des échecs, échec et mat. Ça viendrait de l'arabe qui mat, avec un accent, qui veut dire mort.
Par extension, dans l'ancien français, on disait ma pour abattu, affligé. Pas bien. C'est un des exemples, c'était quoi en ancien français? Le roi est mat, qui gisoit à la tière, à mort navré et ma, où ma est confus de ce que sa trahison fut découverte. Ça, c'est des romans médiévaux. Ça signifie vraiment ma, je suis ma, je suis pas bien, je suis mal en je fait. suis mal, enfin oui, pourquoi pas. D'accord. Et donc, ça veut pas dire fou. Et on ne sait pas, moi je ne sais pas pourquoi, à un moment dans le tarot, c'est devenu mat, parce que les premiers tarots français, le tarot de Jean Noblet, le tarot de Dodal, le tarot parisien anonyme, il y a bien écrit le fou ou le folle. Je ne connais pas par cœur, mais c'est plutôt le folle d'ailleurs. Donc il n'est pas écrit mat, et c'est en 1709, c'est Pierre Madonier, le premier tarot qui ressemblera d'ailleurs beaucoup plus au tarot de Marseille qu'on utilise encore, où il va mettre le terme mat. Alors soit il s'est mélangé les pinceaux et il s'est dit oh ben je vais prendre mato, je vais raccourcir, ça veut dire fou, ou alors il a pensé au fou des échecs en pensant à échec et mat, Oui. et il a Ouais. fait ça. Ou alors il s'est dit qu'il allait introduire justement cette notion de terrassé, abattu, affligé, pourquoi pas. Mhm. Mais le problème aussi, c'est que le fou des échecs, c'est celui qui met le roi mat, c'est Ouais. pas lui qui est mat. Donc j'ai trouvé ce mot intéressant parce qu'il veut rien dire, Ouais. si je puis dire. Ouais. Il existe seulement dans le tarot pour désigner un fou. D'accord. Et Courte de Guéblin a dit ça. Mat désigne le fou dans le tarot ou dans D'accord. Ouais. les échecs. Mais c'est pas vrai. Enfin, si on veut. Ouais. Et fou, tu disais folis. Et fou, oui. Alors là, fou, Folis, ouais. ça vient de folis, folem en latin. D'accord. Et au départ, c'est un mot qui signifie ballon plein de vent ou le soufflet de la forge. Ouais. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a eu un rapprochement. Alors, j'ai trouvé dans un dictionnaire ancien, c'est le fameux dictionnaire de Furetière. C'est très intéressant parce que c'est un dictionnaire du XVIIe siècle, donc on voit mieux comment les gens considéraient les choses. Et il disait qu'on a dit que ça vient de folem parce que les fous ont la tête pleine de vent. D'accord. Et d'après eux, le fou, c'est quelqu'un qui a perdu le jugement. D'accord. Et le jugement, pour les gens de cette époque, du coup, j'ai voulu aller voir jugement, vu qu'en plus, pour la carte, l'arcane 20, jugement, on va dire qu'est-ce que c'est. Donc c'est la connaissance du bien et du mal. Donc pour quelqu'un du XVIIe siècle, en tout cas, un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la connaissance du bien et du mal, qui a perdu le jugement. Et je pense qu'au Moyen-Âge, c'était déjà pareil. C'est-à-dire que un fou, c'est quelqu'un qui est affligé d'un trouble de l'humeur. Et ça remonte. Comme c'est Hippocrate, c'est là je vais essayer d'être claire, c'est la médecine d'Hippocrate. Donc ça parcourt depuis l'Antiquité jusque quasiment au XIXe siècle. Donc que ce soit le XVIIe ou le Moyen-Âge, on va dire qu'un fou, c'est quelqu'un qui n'a plus de contact avec son âme. D'après ce que j'ai lu sur la médecine d'Hippocrate, ce serait une des 4 humeurs qui a trop chauffé, qui a dégagé une vapeur toxique qui serait montée au cerveau et qui empêche l'âme de toucher le corps, d'après ce que j'ai compris. C'est une maladie du corps, la folie. C'est pas une maladie mentale. À l'époque, ça n'existait pas, les maladies mentales. Donc on considérait que c'était une maladie qui venait d'une humeur qui chauffait et qu'on soignait comme on pouvait. Donc on soignait par différents moyens. Alors il paraît qu'il fallait soigner l'homme par l'homme, donc on soignait, paraît-il, avec des cheveux brûlés, avec des excréments, avec des ongles. Les recettes moyenâgeuses. Voilà, enfin, je doute un peu de l'authenticité, enfin de T'as pas essayé? l'efficacité. Remarque, oui, on pourrait essayer de cramer une mèche de cheveux et de... Cette vidéo va partir très très loin. Donc voilà, on pouvait faire ça. Il y avait les prières, il y avait les désenvoûtements, il y avait les pèlerinages. Et au Moyen-Âge, ils étaient mieux tolérés pour ça, les zinzins, les fous. C'est-à-dire que tant qu'ils n'étaient pas dangereux, on ne les enfermait pas. Donc on les emmenait en pèlerinage. Alors il y avait des saints thérapeutes pour les fous très connus, Saint Antoine.
Oui. D'ailleurs, le feu de Saint-Antoine, c'est une folie, on appelle ça comme ça. Je ne sais pas quelle folie c'est, mais le mal des ardents, voilà, j'y reviens. L'hystérie, le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine. Et il y avait saint Thomas de Canterbury, je crois. Ouais. Donc, paraît-il, on emmenait plein de fous en pèlerinage, là où il y avait ces saints patrons. Et on n'enfermait que les fous dangereux. D'accord, ok. Mais après, on a beaucoup plus enfermé les gens. Au XVIIe siècle, là, on a eu la manie de vouloir enfermer un peu tous les errants, les marginaux, et pas seulement les fous, enfin tous ceux qui pouvaient, entre guillemets, représenter un danger pour la société. Donc d'après ce que j'ai trouvé, par exemple, la Salpêtrière était déjà un hôpital de zinzin au XVIIe Déjà au siècle. XVIIe, ok. Et on avait enfermé là-dedans, paraît-il, à la fin du XVIIe, genre 5000 pauvres zozos. Enfin, paraît-il, il n'y aurait eu que 5 à 10% de fous chez eux, dans le nombre de gens enfermés, parce qu'on enfermait les errants, les marginaux. Est-ce qu'on y parvenait d'ailleurs? D'accord. Je fais peut-être un raccourci, mais théologiquement, c'est intéressant ce que tu racontais sur le fou qui aurait perdu son jugement, donc sa connaissance du bien et du mal. Parce que quand tu penses à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était dans l'Éden, c'est marrant parce que ça voudrait dire qu'il... C'est pour ça que je dis que c'est un raccourci ce que je fais, mais... ou une mésinterprétation. Mais il serait revenu à l'état d'Adam et Ève avant la chute. D'après ce que j'ai trouvé, non, justement. Non, ah oui, justement. C'est ça, plutôt il y a une l'homme chu contradiction. par excellence, Ouais, quoi. il y a une contradiction, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il porte la marque de la chute de l'homme plutôt sur lui. D'accord, ouais. À ce qui paraît, c'est plutôt un personnage qui, au départ, il est à la fois mal vu et bien vu. Exactement comme notre bonhomme dans le conte. C'est-à-dire que il va être d'une certaine manière craint et respecté parce qu'il est... Il a sur lui la marque de Dieu. Ouais. Il est touché par Dieu. D'une certaine clairvoyance. Parfois, effectivement, on va écouter certains fous qui vont dire des choses profondes, des choses auxquelles on n'a pas accès, de par leur côté lunatique, de par leur sortie, parce qu'ils n'ont plus de raison. Ils vont accéder à des choses auxquelles un homme saint d'esprit n'a pas accès. Ouais. Et donc, il va représenter, d'un point de vue positif, la chute de l'homme, mais dans le sens où il va prendre sur lui les péchés des autres. Ah oui. Mais après, ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'il va devenir l'homme maudit. Ah. Il va encore prendre sur lui les péchés des autres, mais dans le sens où il ne l'aura pas volé, et dans le sens où il va plutôt devenir une incarnation du mal. Mm-hmm. Il va devenir un fou dangereux. Il y a après des représentations des fous qui vont évoluer aussi comme ça dans l'histoire, c'est-à-dire entre le fou gentil, le fou sage, le bouffon, qui lui d'ailleurs n'est pas fou, lui c'est plutôt un comédien qui fait des choses folles et qui va dire des choses sages au roi. On va peu à peu avoir une image du fou qui se dégrade et qui va donner le fou dangereux, le marginal, l'exclu, l'errant. Et dans le tarot, on voit un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a le bouffon et il y a l'exclu, l'errant, avec son bâton et son chien. Là, on ne le voit pas bien sur ce tarot-là, mais qui a quand même le cul à l'air. Donc, un homme qui va perdre la mesure, qui va perdre le sens des choses, qui va devenir même sauvage. Et j'aurai une illustration à vous montrer. Où l'ai-je mise ? Là. J'ai trouvé cette gravure très intéressante, par exemple. C'est-à-dire que on voit un errant, on voit deux errants, deux gueux avec les attributs qu'on trouve encore dans le tarot, le bâton, le chien. Et en même temps, on voit leur côté sauvage, on voit leur côté qui n'a plus de mesure, et on voit leur violence, on voit leur brutalité, on voit jusqu'où ça... Je trouve que cette gravure, qui date du XVIe siècle, 1572, je lis à travers le papier, 1616, 1716, représente assez bien ce que ça pouvait être un fou, entre guillemets un vrai fou pour cette époque. Ouais. Et on sait aussi que les chemins étaient pleins de ce genre de marginaux. D'accord, et alors le fou du tarot, on en a
Le fou du tarot, on en a depuis le début, en fait, depuis les premiers tarots jusqu'à nos tarots Ouais. modernes, Mm. contemporains, pardon. Et ce dont je voulais parler aussi, c'était la fête des fous et les carnavals, et notamment les messes de l'âne, et Mm. toutes ces choses-là, en fait, cette espèce de parodie, de caricature, ou même de folie collective, on dirait. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu certaines anecdotes historiques par rapport à ça? Ben, ce qui est intéressant avec les carnavals, c'est que d'une part, on retrouve le fou partout dedans. Mm. C'est-à-dire cette figure humaine, enfin avec les attributs dont on a parlé, donc le costume en jaune, vert et rouge, les grelots aussi, les clochettes. Bon, ça, j'ai pas retrouvé leur signification. Il paraît que ça serait apparu sur des costumes de danseurs morts. Mhm. Ça, je sais pas. Par contre, ça a été attribué aux fous après. On les retrouve dans les carnavals qui parcourent tous les chars et qui parcourent tout le défilé du début à la fin. Ils vont où ils veulent. Alors, est-ce que c'est pour ça que dans le tarot, on l'a pas numéroté? Ouais, Possible. ouais, ouais, ouais. Dans les premières listes d'atouts, en fait, déjà, ils ne portent pas de numéro. Donc, c'est intéressant à noter. Après, pour ce qui est des carnavals, euh, par quoi commencer? Ah, parce qu'effectivement, il y a peut-être un lien intéressant à faire avec le tarot en plus. Mhm. Pour faire court, le carnaval, c'est quoi? C'est une période de fête avant le carême. Ça vient de carnévaler, c'est-à-dire, bon, je sais pas, j'ai pas trouvé la traduction exacte, mais bon, la viande, elle va, enfin, c'est bon pour la viande, on peut en manger. D'accord. Et c'est une période où on peut se lâcher, faire la fête, boire et manger. C'est un peu une fête de l'abondance avant les 40 jours du carême. Mhm. C'est peut-être lié aux fêtes du printemps, aux fêtes païennes. On a beaucoup dit ça, mais j'ai lu un auteur qui est Jacques Herz, qui a beaucoup parlé de ça et qui dit avec raison, je pense, que les coupures entre Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, c'est des vues de l'esprit, c'est intellectuel, c'est de la gamberge d'historien. Mais si on veut considérer les choses, elles durent, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure. Donc lui, il trouve ça tout à fait logique et je pense j'aime beaucoup ce qu'il écrit, il a raison. C'est que il n'y a pas de coupure entre les fêtes antiques, païennes, et les fêtes chrétiennes, c'est-à-dire que les Bien fêtes sûr. chrétiennes se les réapproprient et vont un peu les transformer, mais il y en a toujours, et aux mêmes périodes du calendrier. Mhm. Donc la fête des fous, c'est des fêtes en hiver, autour du 25 décembre, Noël, l'épiphanie, la circoncision, les innocents. Et le carnaval, c'est la fête sans doute qui célèbre le printemps. Mhm. C'est pas sans doute d'ailleurs, c'est vrai. Bon, c'est la Mhm. fête qui célèbre le printemps. C'est pas les mêmes fêtes. D'accord, ouais, ouais. La fête des fous, c'est une fête religieuse, liturgique, qui se passe d'abord dans les églises. Et c'est le petit clergé, c'est les enfants de chœur, c'est les chanoines qui font des fêtes liturgiques. C'est une fête pour exalter les innocents. C'est lié au massacre des innocents. C'est une fête des enfants. Et c'est une fête des fous dans le sens où on va exalter les faibles et les humbles. Et ça peut être inspiré des Saturnales romaines parce que à l'époque des Romains, les maîtres devenaient les Oui. esclaves devenaient les maîtres. Alors je sais pas, il paraît que tout le monde se promenait en pagne, on enlevait les toges, on enlevait les signes distinctifs, on mettait des bonnets. Et, les maîtres servaient les esclaves. Et à la fête des fous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va élire un petit diacre, un petit garçon, le pape des fous, le pape des enfants, et il va circuler dans la ville. Et il y aura des libations, il y aura après beaucoup d'excès, paraît-il, qui vont faire que on va tenter d'interdire cette fête en vain, En vain. en vain. Mais après, elle sera récupérée. C'est-à-dire que peu à peu, elle va tomber en désuétude. Peut-être parce que les fêtes liturgiques intéresseront moins, et ce seront plutôt les carnavals qui vont happer ce vent de folie. Et là, c'est pareil, on va tenter de les interdire en vain, mais il va se passer quelque chose de bien plus intéressant, c'est-à-dire que les princes vont récupérer les carnavals pour en faire des fêtes à leur profit. Mhm. Mhm. C'est les fameux trionfi italiens, justement. Ah bah Et, tiens. et ça, c'est intéressant. Mhm. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les carnavals? D'après ce qu'on sait, donc là, c'est pareil, alors un peu de chrono, vers Ouais, 1300, les carnavals sont établis
Par contre, on ne sait pas quand ça Dans apparaît, le évidemment. calendrier, tu veux dire. Vers Non. 1300, vers l'an Ouais. 1300. Ouais, On a des d'accord. traces de carnaval établies c'est ça, ok. à Rome, en Angleterre, en France, mais il n'y a pas de date d'apparition possible parce que euh, justement il y a une Bien continuité. sûr. Au Moyen-Âge, on aimait beaucoup faire la fête. Tout était bon pour festoyer. On a une vision de cette époque, je pense, un peu trop sage. Mm. À la moindre occasion, à la moindre fête du calendrier liturgique, on faisait la fête. On sortait le vin, on faisait de la musique, on chantait, on dansait. Même les messes, c'était une vraie fête, paraît-il, dans les grandes occasions où on prenait des... J'avais lu des récits de l'ascension de Jésus, par exemple, où on n'hésitait pas, dans certaines somptueuses églises italiennes, à mettre des personnages, des décors en carton-pâte, et puis un Jésus accroché à un grappin qui allait monter au ciel avec des anges qui sonnent de la trompette. Mhm. C'est intéressant à savoir parce que... C'est du spectacle, on voulait en mettre plein la vue, comme tu dis. Ouais. Et ça a pu inspirer les créateurs du tarot dans le sens où, pour revenir au carnaval, on a des récits de défilés avec des chars triomphales qui sont liés, comme par hasard, à des allégories qu'on va retrouver dans le tarot. La mort, la tempérance, la justice, la force. On sait que ce sont des princes italiens qui se sont fait faire des carnavals comme ça à leur mesure pour se faire porter en triomphe. Donc c'est intéressant parce que il y a des liens entre tout ça. J'ai trouvé une description d'un char triomphal de carnaval. J'avais envie de vous la lire parce que... Quelle époque à peu près, tu sais? Alors là, cette description d'un triomphe de la mort, ce serait vers 1500. Mhm. On a un char comme ça. Alors pourquoi les triomphes de la mort ? Parce qu'il y a eu une époque assez moralisatrice où on a voulu un peu interdire les carnavals, mais comme on n'y est pas parvenu, donc comme je disais, on a transformé les carnavals en défilés triomphaux pour les princes, et également en défilés allégoriques ou Ah oui. un peu moralisateurs pour le peuple. C'est-à-dire, c'est bien d'être vertueux, c'est bien d'avoir de la tempérance, c'est bien d'être fort, c'est bien d'être juste, et attention pour la mort, sinon elle va venir vous attraper. Donc on D'accord. pouvait, les gens aimaient bien, comme maintenant d'ailleurs, les choses qui font peur. Mhm. Donc là j'ai voilà, je vais vous lire le Vas-y. char. On fit défiler un char immense, tiré par des buffles, couvert de tentures noires ornées d'ossements et de croix blanches, portant une immense image de la mort armée d'une faux. Près d'elle, à ses pieds, des cercueils, d'où sortaient, secouant leurs couvercles, des squelettes capables de se dresser d'une façon épouvantable à chaque roulement de tambour. Derrière le char venaient des escouades de cavaliers vêtus de noir, marqués également de la croix blanche, escortés chacun par 4 écuyers en figure de mort, une grande torche noire à la main. Le cortège avançait à travers les rues, précédé d'un grand étendard noir. Les morts des cercueils, une torche brandie aussi au-dessus d'eux, entamaient à chaque arrêt d'une voix misérable et effroyable un miséréré. Douleur, pleurs et pénitence, ce sont maintenant nos tourments. Cette compagnie de la mort crie pénitence. Nous avons été ce que vous êtes, vous serez morts tels que vous nous voyez. Alors, imagine dans les rues de carnaval des chars comme ça, avec des squelettes gigantesques tirés par des gros buffles noirs avec des morts qui claironnent. Vous serez morts. Incroyable. Ça donne ça donne vraiment des perspectives que j'ai trouvées assez bluffantes, quoi. Et on a les mêmes choses. Après, on a des descriptions de carnaval pour parfois là beaucoup plus gaies. Pour les princes italiens, on a des représentations de triomphe de l'amour, de Bacchus et Ariane, le jugement de Paris, les vertus, donc la prudence, la tempérance, la force. J'oublie même mes vertus, moi. Donc on a vraiment des choses... On a la description d'un défilé en 1460 de la duchesse de Sforza qui se fait conduire sur un char traîné par 2 licornes, mené par un amour, accompagné par la foi, l'espérance et la charité, et entourée de suivantes. Et son mari,
se tient debout sur un char triomphal entouré de la force, de la justice, de la tempérance et de la prudence. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ben, quand j'avais quand j'avais reçu mon premier tarot, qui était celui de Paul Marteau, j'avais imaginé, en fait, j'imaginais que c'était un carnaval, tout le tarot. Et en fait, j'ai vu plus tard que que c'était soutenu par certains historiens des cartes même. J'avais lu aussi qu'il y a une certaine Gertrude Mauchly, Ah oui, qui est citée dans Tarot, Jeu et Magie, je crois. oui, oui. Euh, et, euh, et donc ça me fascine là, ce que tu me dis, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est une possibilité, en tout cas dans l'iconographie du tarot. Ces influences pourraient peut-être venir de là, ou je sais pas. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on se situe dans la même époque, on se situe presque dans le même milieu en fait. Ben, Les cours princières de l'Italie du Nord. ce qui est bluffant, par exemple, pour reprendre ce fou-là, Oui, cet homme sauvage, il y en avait plein les carnavals aussi. oui. Dans les carnavals, on avait beaucoup de goût. Il y avait plusieurs choses de représenter. Il pouvait y avoir des scènes de la Bible, qu'on retrouve dans le tarot, l'enfer, le diable. Les gens, paraît-il, adoraient ça. Alors on a des descriptions de chars avec des gueules ouvertes, avec des démons et des damnés qui dansent dedans. J'imagine le charivari, ça devait donner quelque chose, quoi. On a des représentations royales, c'est-à-dire on va représenter des princes, des empereurs, Alexandre, Jules César, Trajan, Pompée, en triomphe sur des chars. Ah ouais. Donc je me dis qu'il doit y avoir quand même des choses. Il y a des représentations de scènes de la mythologie, le jugement de Paris, la belle Hélène, des scènes comme ça. Et on a aussi par exemple des hommes sauvages, c'est-à-dire là c'est une représentation d'hommes sauvages, d'après ce que j'ai lu des représentations de ces représentations-là dans les livres d'histoire, on représentait les hommes sauvages à moitié nus avec des gourdins. Et je dis, tiens, c'est un des premiers fous d'un des premiers tarots, il a un gourdin. Ouais, ouais. Et dans les carnavals aussi, ils avaient beaucoup de succès. Donc, soit des hommes sauvages recouverts de... On a des représentations de costumes recouverts avec des noisettes, des fruits sauvages, des branchages, et évidemment les masques. Alors, soit des masques extraordinaires, paraît-il, de têtes d'oiseaux, de têtes de cochons, je ne sais pas comment ils fabriquaient ça. Des hommes habillés avec des peaux de loup, avec des peaux de tigre, avec des choses complètement exubérantes. Et ou aussi entre guillemets, des sauvages pour eux, c'est-à-dire des Indiens d'Inde, paraît-il, pas encore Ouais. des Indiens d'Amérique, Oui, oui. même si l'Amérique avait été découverte, et aussi des Turcs, des personnages qui représentaient les Turcs, surtout après la prise de Constantinople, on les ramenait fastueusement couverts d'or, de vêtements chatoyants, et puis après on les figurait en train d'être vaincus, et on leur en mettait plein la figure, parce que c'était des chars animés. D'accord, oui. Oui. Donc c'était des scènes jouées en même temps sur les chars. Alors on imagine avec la musique, avec les trompettes, avec les chants. Et c'est super intéressant parce que, ça je l'ai appris que hier, donc j'ai pas eu le temps de chercher. Oui, oui, oui. On a, paraît-il, des chants, quand les chars s'arrêtaient, les personnages entonnaient des cantos, des chants. Donc il y avait des chants pour la tempérance, pour la justice, pour la force, pour la vieillesse. Donc ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas des gens qui auraient enregistré ça en musique ancienne. On a, paraît-il, encore les textes et les partitions. On entendrait presque le chant du tarot en fait. Ben oui. Oui. Donc ce serait intéressant à chercher. Parce qu'on a des traces chantées. Donc moi ce que j'ai retrouvé, c'est dans les messes des fous, par exemple, on a des choses chantées. Ouais. Mais bon, c'est pas tout à fait le tarot, mais ce sont des chants grivois un peu aussi. Alors là, je dévie un peu du sujet, mais tout ce que tu me dis, ça me fait penser, en fait, ta description de l'homme sauvage, qui est à la fois le fou, ça me fait penser à quelqu'un qui n'a pas échappé à cette imagerie, c'est Merlin dans les contes du Graal, etc. Enfin, Merlin qui est décrit souvent comme un homme sauvage dans les bois, un fou des bois, qui ressemblerait beaucoup à ça, hein, pourquoi pas, et parfois assez monstrueux. Ou peut-être, Ouais, oui. peut-être. Enfin bref, et ça me fait penser. Ou quand on voit par exemple les cavaliers avec leur coupe, ça fait presque chevalier du Graal, c'est marrant.
Enfin bref, voilà, je dévie un peu du sujet, c'était juste pour pas que j'oublie cette idée. Mais Merlin, c'est le fils du diable, Merlin, c'est le paraît-il. fils du diable, ouais. Et on a un conte comme ça, c'est Robert le Diable, qui est le fils de Satan. Il l'a pas fait exprès, et quand il l'apprend, il quitte tout pour expier ce Ouais. qu'il est. Il se défait de sa condition, il se défait même de ses vêtements, et il devient un homme sauvage. Et il s'en va errer sur les routes comme un fou. Ah Et ouais, c'est en pénitence. d'accord, ouais. Donc c'est une très belle histoire. Alors j'ai pas retrouvé le récit, je l'ai cherché dans mes livres, là je l'ai pas retrouvé, donc ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Si on fait une thématique sur le démon, ça pourrait être Oui, super. ouais, bien sûr. Ça serait top. Certains associent... tu pouvais pas échapper à ça. Certains associent le mat à Saint-Roch. Saint-Roch. Saint-Roch, ouais. Est-ce que Mm. tu pourrais nous résumer l'histoire de Saint-Roch? Alors Saint-Roch, c'est possible. Ouais. Ce qui est possible, c'est qu'effectivement, il représente, c'est une figure de l'errance, dans le sens où on le voit avec son bâton et son chien, Ouais, comme le fou du tarot. Sauf que par contre, c'est pas une figure de folie, parce bien sûr. qu'il est, c'est un guérisseur. Alors d'après ce qu'on sait, Saint-Roch, ce serait le fils du consul de Montpellier, il serait né vers 1345, Mhm. et c'était un fils de noble famille à qui on a fait faire des études de médecine. Et arrivé à l'âge d'homme, il a décidé de tout abandonner pour partir sur les routes pour faire un pèlerinage. Mhm. Et c'était à l'époque où la grande peste noire sévissait en Europe. On était vers 1348, elle commençait. Pour donner une idée de cette horreur, l'Angleterre comptait 7 millions d'habitants, Mhm. et en 1400, il restait 2 millions. Ah oui, d'accord. C'est pour dire. Et donc l'histoire de Saint-Roch, il s'en va sur les routes et il se met à soigner les malades, les pestiférés. D'un coup de lancette, il perce les bubons. Il va de ville en ville. Paraît-il que il y avait de nombreux miracles quand il passait aussi. Ouais. Il posait les mains, il guérissait les gens et il répandait les bienfaits. Et un jour, il a eu envie de retourner dans son pays natal après avoir écumé les routes de l'Italie notamment. Il s'est encore arrêté dans une ville pour soigner les pestiférés et il a attrapé la peste. Ouais. Et comme notre fou de tout à l'heure, il a été chassé de la ville, comme le pestiféré qu'il était devenu, sans aucun remerciement pour ce qu'il était, pour ce qu'il a fait. Et il est parti au fond de la forêt, mourir au fond d'une grotte. Et là, il a prié le Seigneur, il a cru que son dernier jour était venu. Et paraît-il qu'un ange du ciel aurait fait couler une source à ses pieds pour qu'il puisse étancher sa soif. Mhm. Et il a continué là, dans cette grotte, à attendre la mort. Et on dit qu'un chien est venu avec C'est ça. une miche de pain dans la gueule et lui a donné à manger. Ouais. Et chaque jour, le chien venait, le réconforter, lui donner à manger, lécher ses plaies. Et C'est peu ça. à peu, il a repris des forces. Et après, le chien, qui appartenait à un seigneur du coin, l'a emmené chez le seigneur du coin. Il a achevé de le soigner. Et Saint-Roch et le seigneur sont partis à pied sur les routes, ont repris le chemin. Et le chien a suivi Saint-Roch après, et il le suit partout. Et on le retrouve dans les églises, on le retrouve dans beaucoup de lieux, représenté avec le chien et le bâton. Et effectivement, on le voit une cuisse à l'air avec Ouais. la plaie ouverte que le chien lèche. Donc peut-être que le fou du tarot, en fait, le chien ne lui fait pas de mal, mais peut-être qu'il le soigne, peut-être qu'il le suit, qu'il lui fait du bien. C'est... D'accord. Est-ce que tu veux dire autre chose à propos du mat, du fou, du folle, avant qu'on passe au battleur? Pour le fou, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ses interprétations dans les vieux manuels de tarot. Ah oui, Là, on retrouve la même ambivalence que dans la société, à la fois la fascination et le rejet. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans les manuels anciens, c'est que c'était pendant longtemps une grosse carte de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot parce que tous les anciens auteurs en parlent comme ça, en disant que c'est... et on va commencer par Kurt de Guéblin, parce que bon, c'est le premier, après tout, qui a développé sur le tarot, mais j'ai trouvé ça... On ne peut méconnaître le fou dans cette carte, à sa marotte, à son hoqueton garni de coquillages et de sonnettes. Il marche très vite comme un fou qu'il est, portant derrière lui son petit paquet, s'imaginant échapper par là à un tigre qui lui mord la croupe. Bon, un tigre, bon, enfin, pourquoi pas.
Quant au sac, il est l'emblème de ses fautes qu'il ne voudrait pas voir. Et ce tigre, celui de ses remords qui le suivent galopant et qui sautent en croupe derrière lui. C'est un peu le pauvre pêcheur qui s'en va à sa perte. Et tous les autres auteurs que j'ai trouvés après, dans un premier temps, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant, comme quoi il ne faisait pas preuve de beaucoup de créativité. Courte de Guesbelin, 1781. Et en 1807, on a un Henri Huchet la Bédoyère qui écrit un petit oracle des dames. Et il y a le fou dedans, et hop, il dit la même chose que l'autre. Il marche très vite comme un fou qu'il est, croyant par là échapper à un tigre qui lui mord les reins. Quant au sac, il est l'emblème de ses fautes, etc. On a un petit bouquin sur... là, c'est... enfin, je dis un petit bouquin. Je pense que c'est un petit bouquin, mais Le Grand Éteilla ou l'art de tirer les cartes. Et ça recommence. Cette carte annonce le comble de l'extravagance. Elle fait craindre que vous fassiez beaucoup de folie dont vous seriez victime si quelque accident inopiné ne venait y mettre un terme. Debout, renversé, indique toujours la folie. Oui, c'est ça, c'est très moralisateur. C'est très moralisateur. Et puis, jusqu'à Oswald Wirth, comme ça, Oswald Wirth, qui est assez connu avec avec ce tarot-là. Et c'est pas mieux. Le fou est un personnage qui ne compte pas, vu son inexistence intellectuelle et morale. Inconscient, irresponsable, il se traîne à la vie en être passif qui ne sait où il va et se laisse mener par ses impulsions irraisonnées. Ne s'appartenant à lui-même, il est possédé, c'est un aliéné dans toute la force du terme. Le fou maintient sur son épaule droite une courte trique grossièrement équarrie, à laquelle pend une besace renfermant son trésor de sottises et d'insanité. Le lynx, dont la vue est perçante, chasse l'inconscient vers un obélisque renversé. Ah oui, alors là, l'obélisque est le croco. Voilà. Derrière lequel guette un crocodile prêt à développer ce qui retourne au chaos. Dévorer, pardon. Oh là, qu'est-ce que je raconte, moi, un lapsus. Prêt à dévorer ce qui retourne au chaos. Bon, bref, c'est encore une carte très négative. Et même Paul Marteau, le créateur du tarot de Marseille, qui a écrit son livre en 1949, dit la même chose. Au niveau des sentiments, vicissitudes, incertitudes, sentiments vulgaires, il y a encore une idée moralisatrice. Bien sûr. Physiquement, c'est l'inconscience, le manque d'ordre, l'insouciance de la parole donnée. Donc c'est un fou, c'est une mauvaise personne un peu. Sur la santé, c'est l'enflure, l'abcès, le lymphatisme. Enfin bon, il n'y a rien de positif. Parce qu'après, il y a le sens renversé. Quand il dit le sens mental, affectif, c'est à l'envers, à l'endroit. Ouais. Et donc à l'envers, c'est encore pire. Abandon forcé de biens matériels, chute sans espoir, chute sans retour, complications, gâchis, enfin bref. Les premiers que j'ai trouvés pour le moment dire des choses positives sur cette carte, c'est dans les années 80. Il y a Marcel Picard d'abord, et évidemment, Jodorowsky c'est plus tardif, mais en 2004. Mais Marcel Picard, lui il inverse la tendance. Le fou, ça devient le génie, ça devient le porteur des peuples, ça devient Moïse, ça devient celui qui marche sur les sentiers de lumière, il est la vérité, il est la vie. Le bâton, c'est le bâton du pèlerin, du berger, du maître spirituel. Enfin, c'est presque aussi exagéré, mais dans l'autre sens. Et Jodorowsky, lui... je ne sais pas si vous voulez que je lise, mais lui, il parle de grands voyages, de folie, d'errance, mais aussi d'imagination débordante, joie de vivre, libération. Enfin, il y a le côté ambivalent qui apparaît, je trouve, c'est plus intéressant. Ouais. Il y a à la fois le côté, oui, on peut aller vers sa perte si on... Enfin, pourquoi pas, mais il y a aussi le côté, on retrouve une liberté. Un grand élan d'énergie. D'accord, très bien. Et là, on passe au battleur. Alors, évidemment, normalement, on est à la fin de l'interview, mais on va faire un tout petit peu plus duré. Parce que je voulais quand même en parler, parce que là, on a une sorte d'artiste de foire à moitié, représentation moyenâgeuse de l'ancêtre du... comment ça s'appelle tout ce qui est, tu sais, les fêtes foraines et tout ça. Oui. Ou des cirques. On a un homme à sa table qui est en train de faire un tour de passe-passe apparemment. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. En tout cas, à première vue, quand on découvre le tarot, à part un oiseau, c'est quoi un battleur ? C'est quoi le battleur, en fait ? Et au Moyen-Âge, quel est le rapport avec le carnavalesque, avec tout ça ?
Le battleur, c'est également effectivement un personnage de foire. Moi, j'aurais tendance à faire des rapprochements avec le fou, Ouais. dans le sens où ce sont deux personnages qu'on peut retrouver avec les jongleurs, avec les troubadours, qui vont de ville en ville, de village en village, de cour en cour aussi. Donc il peut rejoindre le bouffon, dans le sens saltimbanque. C'est un saltimbanque. Et d'ailleurs, j'avais trouvé que ce mot, ça vient de l'ancien français baastel, qui veut dire instrument et tour d'escamoteur, un personnage qui fait des tours d'acrobatie, d'adresse, de magie. J'avais aussi trouvé, dans le dictionnaire du XVIIe siècle, battleur, d'ailleurs ça s'écrit basteleur, ça veut dire danseur de cordes, bouffon et charlatan. Ouais. Donc aussi, dès l'origine, il y a un sens associé au charlatan, à l'escroc. J'ai retrouvé également dans des vieux tableaux où on voit le fameux escamoteur de Jérôme Bosch, par exemple. Ouais. Il Très est semblable représenté... à celui du tarot, hein, même dans la position. Oui, je trouve, il montre la pièce. Oui. Bon, il ne tient pas une baguette, lui, il tient un petit panier avec un hibou, mais je ne sais pas ce que c'est là, ce panier. J'en ai retrouvé des... Enfin bref, tant pis. Ouais. Mais il fait la même chose en fait. Il fait des tours de passe-passe pour arnaquer les gens. Ouais. C'est-à-dire que là, le tableau montre clairement ça. On voit le personnage qui se penche et qui crache un crapaud, en fait. C'est pas l'idée de lui faire avaler des couleuvres, mais c'est la même image. Et Jérôme Bosch le décrit comme ça. Et sur un autre tableau semblable, parce qu'il a été très copié, il y a carrément un texte qui parle de lui comme ça. Ceux qui, grâce au sac à malice, font merveille, amènent par leur tour trompeur le peuple à cracher des choses curieuses sur la table. Ne leur fais donc jamais confiance, tu t'en repentiras. On ne peut pas se fier à ce bouffon, à cet escroc. Et on sait qu'ils se baladaient de ville en ville, mais si souvent ils faisaient leur tour de passe-passe avec leur gobelet, c'était pour que les gens parient de l'argent, et puis pour leur prendre leur argent. Ouais. Donc a priori, je pense aussi que c'était pas une très bonne carte. Ouais. J'ai pas été voir Courte de Guesbelin, je l'ai lu comme ça, je l'ai pas retranscrit pour l'instant. Bon, lui pense que c'est plutôt positif quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a des atouts, a des outils, a une certaine habileté pour faire quelque chose, d'après ce que j'ai compris. Je pense que ceux qui vont faire les tarots vont lui donner un sens quand même un peu plus positif. Ouais. Le fou, autant, ça m'a fait hurler de rire quand j'ai lu ça. Je crois que c'est Oswald Wirth aussi qui disait il n'est pas initiable. Genre, ce pauvre naze n'atteindra jamais l'illumination, quoi. Tandis que le battleur, ce sera quelqu'un qui pourra l'atteindre. Ouais. Qui va commencer à l'atteindre. Mais par contre, dans les sens premiers, dans les anciens tarots, je pense que c'était pas du tout comme ça qu'il était considéré. Enfin, pas dans les anciens tarots, mais dans les sociétés où le tarot est apparu, dans l'Italie médiévale, dans la France de l'Ancien Régime, c'était clairement un zozo. Enfin, on a des représentations de battleurs dans des traités d'astrologie qui parlent de l'influence des planètes. On en a un qui s'appelle Desfaera, ça date de 1460. Oui. D'ailleurs, il a été, je savais pas, je l'ai appris récemment, il a été peint pour le fameux Felipe Maria Visconti, celui pour qui on a encore le plus ancien tarot connu. Ce fameux traité des planètes a été fait pour lui aussi. Et on voit les activités humaines sous l'influence des planètes. Et le battleur est sous l'influence de la Lune. D'accord. Donc la Lune, c'est-à-dire... la Lune, c'est un peu la planète de la tromperie, c'est un peu la planète des illusions, c'est un peu la planète des choses qui ne sont pas très fiables. Donc c'est un personnage quand même un peu malhonnête. Et c'est... Enfin, pour finir là-dessus, en fait, le tarot de Marseille, du coup, j'ai pas sorti le battleur du tarot de Marseille, il va devenir un personnage respectable, pas avant le XVIIIe siècle, enfin, dans les tarots du XVIIIe siècle. Et encore respectable, mais en tout cas, moins vicieux. On a évoqué Jérôme Bosch, qui a fait une représentation de battleur, qui avait aussi fait une représentation du mat. Alors, c'est pas le titre qu'on a donné au tableau, mais il a fait une représentation d'un fou, d'un vagabond, en fait. Dans la même position, avec son sac et tout ça. Le fils prodigue. Ouais. Dans la même position, presque. C'est incroyable.
Mais Jérôme Bosch a aussi fait La Nef des Fous. Ouais. Et j'aurais aimé qu'il nous cite un passage que tu as choisi, je crois, de La Nef des Fous de Sébastien Brandt, Bah c'est... qui est un long poème. Mm. C'est quoi La Nef des Fous? Bah, en plus, tu fais bien d'en parler parce que Ouais. j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ah, Parce que le personnage du fou, ça peut être aussi le gros crétin. ouais, Et ça, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire, ça va devenir un... Ça peut être joué par le bouffon, d'ailleurs, un personnage qui va jouer la bêtise humaine. ouais. Et la nef des fous, c'est ça. Au départ, la nef des fous, c'est quoi? C'est un bateau symbolique qui va emporter tous les fous, tous les indésirables, les oseaux, les crétins, pour les emmener vers le pays de Cocagne, d'après Ouais. ce que j'ai compris. Et lui, il a écrit une nef des fous, et tous les fous qui montent dedans, bah, est-ce que c'est pas tout le monde, en fait? C'est-à-dire, On est tous dans le même bateau. on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire que dans son livre, il a été écrit en 1494, il est sorti pendant le carnaval. D'ailleurs, il a eu un énorme succès. Ouais. C'est devenu, entre guillemets, un best-seller pour cette époque, c'est-à-dire que très vite, il a été traduit en latin, en anglais, en français. Et donc, lui, il dénonce les insanités humaines et la bêtise humaine. Et j'ai beaucoup aimé certains passages, parce que, par exemple, celui-là que j'ai choisi, je le trouve très parlant pour nous aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il parle là d'un fou qui accumule les voyages sans rien en retirer. Alors pour notre époque, où on accumule sans arrêt des objets, des expériences, des amis, des amants, des maîtresses, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, on l'accumule, des voyages, des téléphones, des images, je passe. Lui, il est déjà en train de dénoncer ça en 1494. Folie et douir de bons avis, sans s'en trouver guère plus sage. Et fou qui veut voir du pays, mais au retour n'a rien appris. Ce qu'il a vu, il veut l'avoir. Aux yeux de tous, reste un cocard. C'est bien par là que les fous pêchent. À un saut tout nouveau, tout beau, vite lassé d'attraits nouveaux, il repart vers une nouvelle quête. Bien fou qui parcourt des pays, revient sans art et sans vertu. S'est envolé avec les oies, en basse-cour revient oison, qui a passé part de sa vie à Jérusalem, Pavie, Rome, est-il sûr d'y avoir appris quelques arts de l'intelligence? Pour avoir fait un beau voyage, as-tu 1000 croix de pèlerin? Et saurais-tu chier des perles? Je ne tiens pas pour un haut fait de parcourir tant de pays, vu bouche bée comme un bovin. La gloire attirée d'un voyage est bien de revenir plus sage. Mais parcourir plein de pays bouche bée comme un bovin, ça m'a fait penser aux gros quarts de touristes qui bouffent des images. Là, j'ai adoré ce petit texte. Il y en a plein d'autres. Ouais. Ah oui, c'est un livre magnifique. Ouais. Ça m'avait beaucoup marqué, moi. Eh bien, ok pour le maths et pour le battleur. T'avais une dernière chose à ajouter sur le battleur ou on peut passer brièvement à l'ermite, puis un dernier conte? Oui, on passe à l'ermite. On passe à l'ermite. Alors, l'ermite, si je le découvre comme ça serait une sorte de... Bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est tout simplement un ermite. Alors, il a une lanterne, il a un bâton, il a une vieille barbe. On dirait que c'est une représentation de la sagesse ou de quelqu'un qui se serait retiré quelque part. C'est vrai que la lanterne fait penser à Diogène, mais ça, tu vas nous raconter. Alors, l'ermite du tarot. C'est un peu pareil, j'allais dire que le fou, c'est un mélange un peu. Mhm. C'est-à-dire que au départ, je me suis fait avoir, quand j'ai acheté le tarot aussi, je pensais que, oui, l'ermite, comme le fou, bon, c'était un fou, un bouffon, et c'était un ermite, mais il porte l'ermite avec son bâton, ça en fait encore une fois un errant. Ouais. Toutes les figurations de l'errance que j'ai vues pour l'instant dans les arts anciens, ils sont représentés avec des bâtons. Donc c'est un homme en marche, ça peut être un errant, ça peut être un pèlerin. Ça peut être aussi, c'est marrant, j'avais trouvé des descriptions de membres du clergé qui parcouraient les routes et qui prêchaient les foules. Des prédicateurs un peu fous d'ailleurs aussi. Donc on peut avoir des similitudes aussi entre la figure de l'ermite et du mât, dans le sens où on a des hommes qui se disent sages mais qui vont dire des folies aux gens, qui vont faire des prêches pour les inciter à se convertir, qui vont
c'est des membres du clergé qui sont rentrés dans les ordres, peut-être pas toujours par conviction, Ouais. mais pour manger à leur faim, Mhm. Bref, pour revenir à l'ermite un peu plus, ça peut être la figure de l'homme aussi, du prédicateur, de l'errant. D'ailleurs, on retrouve ça dans Diogène. Ça peut être une figuration de Diogène, le philosophe, qui parlait, qui paraît-il, parcourait les villes en disant « Je cherche un homme avec sa lanterne ». Donc on y est clairement. Mhm. C'est le cas de le dire, avec sa Ouais, lanterne, ouais, c'est en pas plein fait midi. exprès. En plein jour avec sa lanterne, ouais. Et en même temps, dans certains anciens tarots, on le voit avec un sablier. Donc c'est peut-être plutôt une représentation du temps, Mhm. donc peut-être de Saturne. Mhm. Et on retrouvait ça sur les chars triomphales, c'est-à-dire des représentations de Saturne, il y en avait aussi. Mhm. Donc ça peut être c'est des représentations comme ça. J'en sais pas plus pour l'instant sur l'ermite. Ce que j'ai noté, c'est l'ambivalence entre l'errance, encore une fois, et le côté sagesse. Oui. Donc ça peut être un peu de tout ça. Donc l'ermite, oui, par définition, ça vient du grec érémessia, celui qui se retire dans le désert. Donc c'est la solitude, c'est celui qui se retire du monde. Mais en même temps, il y a quelque chose qui colle pas avec la carte, parce que là, il a un bâton et il va dans le monde plutôt. Mhm, mhm. D'accord, ça c'est intéressant. Je suis bien content à la fois qu'on ait pu parler du mat, du battleur, de l'ermite brièvement, et d'avoir pu raccorder cette imagerie à celle du carnaval, parce que j'y tiens beaucoup. Et maintenant, on arrive déjà à la conclusion. En fait, on pourrait en faire des heures, en fait. Parce que je vois que tu as plein de documents, que tu as amené plein de documents, etc. Mais tu voulais terminer par un conte. Oui, Un dernier conte, introduit par un conte et conclu par un conte, c'est ça? Je trouve que les liens entre les contes et les tarots sont tellement incroyables. Ouais. Je les découvre de plus en plus et je commence à prendre un vrai plaisir à trouver des histoires complètement en lien parfois avec le tarot. Ouais. Bon là, le conte que j'ai trouvé, je l'ai plutôt pris parce que je l'ai trouvé assez drôle. Et c'est plutôt là un conte qui va dénoncer le fou crétin. Ouais. Après le fou sage, ce sera le fou crétin. Donc le fou crétin est à la fois représenté dans nos contes traditionnels ici en France, mais là j'ai choisi un conte africain. Mhm. Chez nous, la figure de la crétinerie chez les animaux, c'est l'âne. Chez les Africains, Ouais. c'est plutôt la hyène. Donc j'ai pris ce conte-là parce que c'est un conte qui, un peu comme Sébastien Brandt l'a fait dans son livre, parle de la bêtise humaine. Ouais. Donc voilà, je vous le raconte. Ah, toi, c'est toi qui as le dernier mot. Une hyène était partie chasser et rencontra une pierre avec une barbe. Elle s'exprima « C'est bien la première fois que je vois une pierre à barbe !» Et elle tomba raide morte. Peu de temps après, la pierre à barbe la ramena à la vie et lui dit « Écoute, c'est toujours comme ça avec les pierres à barbe. Si quelqu'un dit « C'est la première fois que je vois une pierre à barbe », il meurt. C'est la loi. La hyène s'excusa de son ignorance et rentra chez elle, tout en se promettant de jouer un vilain tour à son vieil ennemi le lièvre et de s'en débarrasser une fois pour toutes. Elle alla le voir et lui dit « Écoute, j'ai trouvé une chose extraordinaire. Une pierre avec une barbe. Mais attention, si tu arrives devant elle, tu meurs tout de suite. Et le seul moyen de ne pas mourir, c'est de dire « Écoute-moi bien, c'est la première fois que je vois une pierre à barbe. » Et sinon, si tu ne dis pas ça, tu meurs. Tu as compris ? Compris, dit le lièvre. Allons voir. Et ils se retrouvèrent devant la pierre à barbe. Vas-y, dit la hyène, maintenant, dis la phrase. Excuse-moi, dit le lièvre, excuse-moi, j'ai oublié, qu'est-ce que je dois dire déjà ? Oh, mais que tu es bête, dit la hyène, c'est pourtant simple. C'est la première fois. C'est la première fois. Que je vois. Que je vois. Une pierre. Une pierre. Une pierre à. Une pierre à. Oh, mais achève maintenant. Achève maintenant. Mais non, achève la phrase.
Mais non, achève la phrase. Oh, que tu es bête hurla la hyène qui commençait à se mettre en colère. Oh, que tu es bête cria le lièvre. Oh, mais c'est pas possible. Mais tu n'es pas capable d'achever une simple phrase. C'est la première fois que je vois. C'est la première fois que je vois. Une pierre à barbe hurla la hyène qui tomba raide morte. La pierre à barbe dit au lièvre. Je lui avais pardonné une fois, mais deux, c'est bien trop. Et le lièvre rentra chez lui. Oui, C'est une belle allégorie de la crétinerie et de la méchanceté, moi j'ai adoré. Ouais. Ah, c'est top. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. Je voulais faire... Il y a celui de Benjamin Gross, en fait, qui fait des représentations comme celle-ci du tarot. Il a juste son tarot personnel qui est tiré principalement de celui de Convert, Nicolas Convert et de Visconti, je crois. Et que j'ai adoré, je trouve que c'est un très beau tarot. Et il y a aussi un tarot qui m'a rappelé la filiation du tarot, possible filiation du tarot avec le carnaval, qui est Trionfide et la Luna. Et c'est un très beau tarot que j'ai découvert récemment aussi, qui est à aller voir parce qu'il est très très beau. Voilà, c'est un nouveau tarot. Mais en tout cas, je te remercie pour cette très belle interview. Ouais. C'est joli conte et... Merci infiniment à toi de me permettre de dire toutes ces choses et de raconter ces histoires. Merci.